Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 16 avril, une revue de presse dans laquelle je vous propose de revenir tout d'abord sur la rencontre trilatérale entre les dirigeants américains, japonais et philippins qui a eu lieu à Washington la semaine dernière. On reviendra ensuite sur deux élections. Tout d'abord, les élections en Corée du Sud, où le président en exercice Yoon Suk-yeol et son parti ont enregistré une défaite cuisante et devront gouverner avec une opposition en position de force au sein du Parlement pour le reste du mandat présidentiel. Et on s'intéressera aussi aux élections législatives et provinciales dans l'archipel des îles Salomon, où plane la question du rapprochement et des relations avec la Chine, en particulier dans le domaine de la sécurité. Et enfin, on évoquera le scandale de fraude massive au Vietnam qui a abouti à une condamnation à la peine capitale pour la patronne d'un des plus grands groupes immobiliers du pays. Jeudi dernier, à Washington, a eu lieu une rencontre entre les dirigeants américains, japonais et philippins, un sommet trilatéral premier dans le genre où des sujets tels que la sécurité maritime, la sécurité énergétique ou encore les infrastructures ont été évoqués. La rencontre intervient dans un contexte de forte tension entre Pékin et Manille en mer de Chine méridionale et en particulier autour de l'atoll Second Thomas, situé dans la zone économique exclusive philippine, mais dont la souveraineté est aussi revendiquée par Pékin, et où plusieurs incidents se sont produits entre bateaux de garde-côte et de pêcheurs au cours des derniers mois. Le communiqué conjoint publié à la suite de la rencontre indique que les trois dirigeants sont sérieusement préoccupés, je cite, au sujet du comportement dangereux et agressif de la République populaire de Chine, ainsi que par la militarisation de structures sur terre-plein et par les revendications maritimes illégales en mer de Chine méridionale. Le président Joe Biden a aussi déclaré que le traité de défense mutuelle, signé entre Washington et Manille dans les années 50, restait en vigueur et conduirait à une réponse américaine en cas d'attaque armée contre les Philippines en mer de Chine méridionale, une déclaration vue par Manille comme une clarification de la stratégie américaine face à son allié philippin dans la zone. Joe Biden a aussi annoncé de nouveaux efforts militaires conjoints et de nouvelles dépenses américaines pour des infrastructures militaires aux Philippines, même si le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a précisé hier que le gouvernement philippin n'accorderait pas l'accès à l'armée américaine à de nouvelles bases militaires philippines, comme c'est déjà le cas pour certaines dans le cadre du Enhanced Defense Cooperation Agreement, signé en 2014 entre les États-Unis et son ancienne colonie. Lors de la rencontre qui s'est déroulée à la Maison-Blanche, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré, je cite, que faire face aux défis complexes de notre époque nécessite des efforts concertés de la part de chacun, un dévouement à un objectif commun et un engagement inébranlable en faveur d'un ordre international fondé sur des règles. Il faut noter que c'est la première fois qu'une rencontre qui se concentre sur le thème de la sécurité et en particulier de la sécurité maritime a lieu entre les trois dirigeants. En mai 2023, les États-Unis et les Philippines s'étaient déjà rencontrés à la Maison-Blanche pour réaffirmer leur alliance de sécurité. Le mois précédent, le Japon avait observé les manœuvres militaires entre les États-Unis et les Philippines, et en juin, les gardes-côtes japonais et philippins ont organisé des premiers exercices conjoints. Kishida et Marcos Jr. avaient ensuite annoncé en novembre dernier s'être mis d'accord pour débuter des négociations sur un accord d'accès réciproque de troupes pour renforcer la coopération militaire et protéger la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Kishida avait même déclaré devant la Chambre des représentants philippines que le Japon fournirait des radars de surveillance côtière pour équiper la marine philippine. Notons que la semaine dernière également, des exercices conjoints entre les armées philippines, américaines, japonaises et australiennes ont été menés pour la première fois en mer de Chine méridionale et que de nouveaux exercices auront lieu dans les prochains mois. Enfin, le président philippin a déclaré hier que le Japon pourrait même participer aux exercices annuels dits Balikatan, organisés avec les États-Unis chaque année dans l'archipel philippin,
dans le but de renforcer la coordination entre les deux armées. Les élections législatives en Corée du Sud ont vu une large victoire de l'opposition puisque le Parti démocrate et ses alliés ont remporté 175 sièges sur 300 à l'Assemblée nationale, contre seulement 108 sièges pour le parti Pouvoir au peuple au pouvoir et son allié, le People's Future Party. La campagne électorale a été marquée par les questions économiques et en particulier l'inflation, le taux d'intérêt et les prix de l'énergie élevés, mais aussi par le vaste mouvement de grève des médecins qui mène un bras de fer avec le gouvernement depuis le 20 février, suite à la décision du gouvernement d'augmenter de 65% le numerus clausus pour les étudiants en médecine. La campagne a aussi été marquée par une image dégradée du président Yoon Suk-yeol, accusé d'être déconnecté de la réalité de l'inflation, et par les scandales entourant sa femme, Kim Keon-hee, accusée de corruption dans plusieurs histoires et plus récemment au sujet d'un sac à main Dior qu'elle aurait accepté en échange d'une rencontre avec un pasteur coréen-américain, affaire pour laquelle l'enquête a coupé court suite au veto posé par le président. Le Parti démocrate garde donc sa majorité absolue au sein du Parlement et le gouvernement devra donc gouverner sans majorité jusqu'à la fin du mandat présidentiel et coopérer avec l'opposition pour mener à bout ces différentes politiques. L'élection a aussi vu l'émergence du parti Reconstruire la Corée de l'ex-ministre de la Justice Cho Kuk, qui a obtenu 12 voix au scrutin représentatif et qui propose de réformer la Constitution ainsi que le système présidentiel. Le président Yoon Suk-yeol a déclaré qu'il acceptait humblement le résultat de l'élection et qu'il renouvellerait son administration. Demain se tiendront les élections législatives et provinciales dans l'archipel des îles Salomon, élections qui devaient se tenir l'année dernière mais qui ont été reportées à cette année en raison des Jeux du Pacifique qu'ont accueillis Honiara en 2023. Il s'agit de renouveler les 50 sièges de députés du Parlement local, députés qui éliront à leur tour un nouveau Premier ministre ou maintiendront à son poste l'actuel chef du gouvernement, Manasseh Sogavare, au pouvoir depuis avril 2019, mais qui avait auparavant été Premier ministre à 3 reprises dans les années 2000 et 2010. Au niveau local, c'est l'occasion pour les habitants d'élire des députés qui serviront au mieux les intérêts de leur circonscription, les députés bénéficiant d'un budget important pour agir localement. La campagne électorale a notamment été marquée par des sujets très proches de la vie quotidienne, comme la qualité des routes et l'inflation, mais aussi par le système de santé en mauvais état et le chômage des jeunes. La Chine a très bien compris ces enjeux locaux et c'est d'ailleurs là aussi que réside l'enjeu géopolitique de cette élection. Le média américain Benar News a indiqué que la semaine dernière, une délégation chinoise, composée notamment du représentant chinois dans le Pacifique, Tian Buo, s'était rendue sur l'île de Malaita, la plus peuplée de l'archipel, pour distribuer de l'aide humanitaire et notamment des réservoirs d'eau et des lumières à énergie solaire. C'est justement Manasseh Sogavare qui est à l'origine de l'important rapprochement avec la Chine depuis son élection en 2019 et c'est sous son administration que l'archipel a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan la même année pour établir des relations avec Pékin, qui a depuis pris beaucoup plus de place dans l'archipel à travers des investissements en infrastructures, notamment pour les Jeux du Pacifique, mais aussi dans la sécurité à travers la signature en 2022 d'un accord entre les deux pays. Il faut savoir qu'une partie de l'opposition est très critique de ce rapprochement avec la Chine et privilégie l'alliance avec le camp occidental et notamment les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une des grandes figures de l'opposition, d'ailleurs, Peter Kenilarea Jr., a même proposé de rétablir les liens diplomatiques avec Taïwan et de revoir l'accord de sécurité signé avec la Chine, qui, à ses yeux, représente un risque pour l'indépendance de l'archipel. Ce scrutin sera donc aussi l'occasion pour la population insulaire de montrer son approbation ou son opposition à cette politique de rapprochement. Jeudi dernier, le parquet vietnamien a condamné la femme d'affaires Truong My Lan à la peine de mort dans une affaire de fraude massive impliquant 85 autres personnes, condamnées pour certaines à la peine de prison à perpétuité. Si la milliardaire a été condamnée à la peine de mort, c'est que le juge a estimé que cette dernière avait, je cite, « érodé la confiance de la population dans la direction du parti et de l'État », un crime grave qui a sans doute poussé le juge à faire un exemple pour montrer la fermeté des autorités vietnamiennes envers la fraude et la corruption. Cette peine très sévère est aussi due aux dommages causés, puisque ce sont au total près de 44 milliards d'euros qui ont été détournés grâce à un montage financier frauduleux, dont 25 milliards d'euros perdus à tout jamais, soit l'équivalent de 6% du PIB vietnamien en 2023.
Un montant colossal donc, pour un total de 42 000 victimes escroquées à travers la société immobilière de Trong My Lan et via la Saigon Joint Stock Commercial Bank, dont certains dirigeants étaient impliqués et dont la réputation a été gravement affectée par le scandale. L'escroquerie a duré 11 ans au total, jusqu'en 2022, faisant ainsi disparaître les économies de milliers de Vietnamiens qui se sont retrouvés floués. Trong My Lan avait été arrêtée en octobre dernier et a plaidé l'innocence, affirmant qu'elle connaissait mal le secteur bancaire où elle avait investi et que la fraude était l'œuvre de ses subordonnés et qu'elle aurait péché en somme par ignorance. Elle a officiellement été condamnée pour détournement de fonds, corruption et violation de la réglementation bancaire. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.